Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce supplément dans la série Ici c'est pour la culture, on a déjà donné, pour ce Bada, qui nous donne aujourd'hui le plaisir et l'occasion de recevoir Hugues Gall. Hugues Gall, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous avez fait une carrière autour du monde de l'opéra, mais vous n'êtes pas seulement, vous avez donc été le collaborateur de Rolf Libermann à l'Opéra de Paris dans les années 70. Vous allez nous dire pourquoi il a été nommé et quel a été le travail qui a été le sien. Puis vous êtes parti pour Genève, où vous avez pendant 11 ans assuré la direction du Grand Théâtre. 15 ans, mon Dieu, tout augmente, sauf nos revenus. Pendant donc la direction du Grand Théâtre de Genève, et puis vous êtes de nouveau venu à Paris, où vous avez été le directeur de l'Opéra national de Paris, après avoir été l'auteur d'un rapport sur ce qu'il convenait de faire à un moment donné où, entre l'Opéra national, ses différents bâtiments, enfin bref, vous nous direz comment la doctrine était fluctuante et comment vous avez contribué à la fixer. Mais, si vous voulez bien, commençons par quelques mots de biographie. Vous n'êtes pas musicien, mais vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui a vécu loin de la musique. Et votre enfance, vous avez joué du violon, et votre enfance a été une enfance en partie musicale. Oui, grâce essentiellement à deux facteurs. D'abord à mes parents. Mon père, qui était d'origine bavaroise, aimait la musique et il lui arrivait de chanter. Ma mère était normande et avait été élevée dans un milieu où on faisait de la musique de chambre. Et après la guerre, nous étions installés dans une ville bien charmante qui s'appelle Lausanne, au bord du lac Léman, et qui avait déjà à cette époque-là une activité musicale très intense, avec d'une part un orchestre de chambre à demeure, la visite mensuelle de l'orchestre de la Suisse romande dirigé à l'époque par son créateur Ernest Ansermet, d'autre part ce qu'on appelait à l'époque le théâtre municipal de Lausanne donnait de l'opéra tous les 15 jours, et c'est là que j'ai appris à aimer Rigoletto en français et tout ce que l'on faisait d'ailleurs dans les villes analogues de la province française. J'ai été donc amené à aimer d'une façon générale la musique lyrique aussi, et j'y étais convié aussi par les études que je faisais dans le collège qu'on appelait le collège classique cantonal, qui était un collège public où l'on enseignait le grec, le latin, les humanités, comme on disait à l'époque, et où on nous emmenait dans le cadre d'abonnement pris par le collège au concert et à toutes les expositions qui se présentaient dans la région, c'est-à-dire dans toute la Suisse. Et vous avez pratiqué le violon? Alors, j'ai pratiqué un peu de tout. J'ai pratiqué du piano et de violon parce que j'ai eu une passion pour cet instrument dont la forme d'abord m'a toujours fasciné. Ensuite, toute l'histoire de la construction de cette espèce de perfection m'a fasciné. Je fais du violon, j'étais tellement paresseux que je n'ai pas continué, en dépit naturellement des compliments extraordinaires, exagérés de mon professeur. Et ayant lâché le violon et n'ayant pas pu devenir, comme j'en rêvais, Nathan Milstein ou Yehudi Menuhin, je rêvais de devenir luthier. Il y avait d'ailleurs à Lausanne un excellent luthier connu de tous les grands violonistes du monde, et moi je passais beaucoup de mon temps à regarder travailler cet homme qui s'appelait Gerber, qui était un homme tout à fait extraordinaire. Voilà, mais mon approche de la musique s'est arrêtée là. Le bon Dieu a voulu que j'ai, je crois, une bonne oreille relative, l'oreille absolue étant un mythe pour les bourgeois, ou en tout cas n'étant pas essentiel dans le métier que j'ai pu exercer par la suite, mais l'oreille relative est essentielle, je crois qu'en avoir encore une bonne. Donc, en fait, votre enfance et votre adolescence vous ont permis d'être familier comme auditeur avec le répertoire, avec le grand répertoire d'opéra, si on peut dire, grâce à ce théâtre municipal de Lausanne et quelques autres établissements de la même nature. Oui, c'était ce qui a été perdu dans l'Europe, en tout cas dans la France de l'après-guerre. C'était cette richesse de
du répertoire que l'on donnait régulièrement. Je dis peut-être pas toutes les semaines, en tous les 15 jours. Tous les théâtres de France et de Navarre renouvelaient le répertoire, ce qui permettait de connaître, sinon Wagner, qui était parfois un peu trop exigeant pour ces institutions, mais enfin tout le répertoire français, Verdi, un certain nombre d'œuvres qu'on ne donnera plus jamais, les Noces de Jeannette, etc. Tout cela faisait partie d'un humus dans lequel je me suis baigné avec plaisir. Qu'est-ce qu'était le public de ces théâtres? C'était comment dirais-je, c'était un public qui aimait en Suisse d'une façon générale, à Lausanne, puis par la suite à Genève. J'ai pu constater que la moyenne bourgeoisie, ou la bourgeoisie d'une façon générale, aimait la musique, venait vraiment de façon très régulière, parfois abonnée, sinon en place libre, à tous ces concerts où se succédaient, je pense notamment à ceux de l'Orchestre de la Suisse romande, non seulement à côté danseurs même, mais les plus grands chefs. Et j'ai eu l'occasion dans ces années 50 d'entendre, de voir tout ce que la musique européenne pouvait compter de grands solistes, de grands chefs. Et j'ai même pu, à un âge un peu, comment dirais-je, un peu tendre, sur les instances de ma mère, que je bénirai jamais assez, entendre Furtwängler dans un des derniers concerts qu'il a dirigé à Lausanne, à la tête de cet orchestre de la Suisse romande. Et donc un souvenir très précis de Furtwängler, comme j'en ai de Laurine Mazel, de tous les violonistes, de tous les grands chefs, de tous les pianistes. Moi, j'étais fasciné par tout cela, et je n'étais pas le seul. C'était une ambiance générale qui nous faisait baigner dans l'approche de la musique symphonique, de la musique lyrique. Et c'est comme ça que j'y ai pris goût. À quel moment quittez-vous Lausanne et pour aller où? Mais d'abord, à un moment donné, je me suis aperçu que j'étais de nationalité française, ce qui n'est pas une qualité première, mais enfin tout de même, ce que l'on appelait la maturité, c'est-à-dire ce qui correspond chez nous au baccalauréat, ne faisait pas mon affaire, et je suis allé traverser le lac, dépendant de l'Académie de Grenoble, et j'ai fait une année de philo au lycée de Thonon, et j'ai donc passé mon bac à Grenoble, pour ensuite, n'ayant qu'une mention bien, être refusé de la cagne du lycée du Parc à Lyon. J'avais envie de travailler davantage pour finalement, et cela m'a été très, très heureux, pour arriver à la Canale, le lycée de Sceaux, où j'ai fait Hippocagne-Cagne, et puis de là à Sciences Po comme n'importe qui. Et donc, vous étiez à Sciences Po comme n'importe qui. Sciences Po, à l'époque, c'est très peu d'élèves. C'est quelque chose, on a un peu l'impression que c'est une petite grande école. Je veux dire, comme Paris est une petite grande ville par sa taille, Sciences Po est une petite grande école par le nombre de ses élèves, et il y a un côté un peu familial dans son fonctionnement. Oui, il y avait ceci, et puis j'arrivais vraiment comme un étranger. Je l'étais à tous les égards. J'arrivais d'abord de Suisse, où j'avais fait la plupart de mes études. J'arrivais de Cagnes, où j'avais fait beaucoup de latin, de grec et d'allemand, qui était devenu ma spécialité. Et j'arrivais dans un milieu qui n'était pas vraiment le mien, de ces jeunes étudiants bourgeois, pour la plupart, qui étaient toutes de familles familières de ce cursus honorum qui commençait par Sciences Po. Alors là, évidemment, il y avait un désavantage à être, comme je l'étais, étranger à tout cela. L'avantage, c'était que j'étais naïf, et que quand je suis arrivé à Sciences Po, on m'a dit « Mais si tu veux intégrer l'ENA, il faut faire la conférence de... » Il y a deux conférences, la conférence Dromer et la conférence Rigaud. Maintenant, il y a une conférence Chirac, mais c'est pour les jolies filles. Et puis maintenant, pour le reste, tout est très bien. Alors, comme je n'avais pas l'intention de faire l'ENA, je n'ai d'ailleurs jamais essayé, je suis entré dans une conférence qui était celle d'un jeune garçon assez sympathique qui s'appelait Maheu, et qui est mort malheureusement, et qui par la suite a été le président de Radio France. Voilà, j'ai fait Sciences Po, je ne m'en suis pas trouvé trop mal, et en tout cas, ce que je crois y avoir acquis, sinon beaucoup de notions de droit public, c'est un certain sens du service public. Alors, ce sens du service public, vous allez bientôt être à même d'en faire la preuve et de le confronter à la réalité, parce que assez vite, en sortant de Sciences Po, vous allez précisément dans le public. Par quelle filière? Par une filière qui n'est pas vraiment celle de Sciences Po? Complètement atypique. Il se trouve que
mon père avait un ami qui avait été... Votre père est avocat, je précise. Non, mon père était ingénieur. Oui, pardon, oui, il est ami de l'avocat Edgar. C'est Edgar Faure qui est son avocat, pardon. Il avait pour avocat dans ses affaires avant la guerre un jeune avocat brillant qui s'appelait Edgar Faure et qui, mon père étant mort subitement, j'avais 23 ans, bien voulu s'occuper un peu de ma tutelle, si l'on peut dire. Et lorsque Edgar Faure est devenu ministre de l'Agriculture, j'ai été happé dans ce cabinet pléthorique mais sympathique, où j'étais une sorte de grouillot, où je m'occupais de toutes sortes de choses disparates. Et on m'a branché sur ce qui m'a été extrêmement utile par la suite, du moins je me rends compte aujourd'hui. On m'a branché sur les affaires politiques de la circonscription que Edgar voulait conquérir dans le Haut-Doubs, en marge de la Suisse. Donc je me suis occupé des comices agricoles, de faire évidemment des permanences. J'ai été visiter les curés, les vicaires, il y en avait à l'époque. Enfin, tout cela m'a appris la France d'une certaine façon, que j'ai retrouvé dans d'autres circonstances par la suite. Mais ce qui m'a appris à regarder la politique et la démocratie d'une façon, comment dirais-je, à la fois bienveillante et surprise, comment dirais-je, un peu étonnée. Et j'ai toujours gardé ce regard bien utile d'ailleurs par la suite, parce que être directeur d'opéra, comme j'ai pu l'être par la suite, commandait au moins autant de qualité ou de connaissance des réflexions et des réactions politiques que de savoir si Pavarotti était un ténor ou une danseuse. Cette vie de cabinet ministériel, c'est devenu votre vie, professionnellement parlant. Ben ça m'a propulsé dans cette comment dirais, entre le pouvoir exercé par les ministres et la haute administration qu'Edgar avait nommé la technostructure. Il y a ces gens improbables qui sont les conseillers techniques chargés de mission, les collaborateurs ou les conseillers qui sont là et qui, certains d'entre eux sont compétents, d'autres un peu moins. Je ne l'étais pas du tout. Mais j'avais un peu de bon sens et on m'a confié des dossiers qui ne mettaient pas en danger l'avenir du pays. Donc je me suis occupé notamment de la suite des efforts de la chère Brigitte Bardot, que Pisani avait, à l'époque, ministre de l'Agriculture, avait prise en compte, c'est-à-dire la protection des animaux et notamment celle des bêtes d'abattoir. Oui, un domaine dans lequel le travail ne manque pas encore aujourd'hui. Mais enfin, vous avez été donc à l'agriculture, vous avez été à l'éducation nationale avec Edgar Faure. Écoutez, c'était comme j'étais dans les bagages du président Edgar Faure, très gentiment, ayant quitté l'agriculture après mai 68, étant nommé par le général de Gaulle à l'éducation nationale, il m'a emmené dans ses bagages. Je me suis trouvé à 2 rue de Grenelle. Et à ce moment-là, continuant à m'occuper avec d'autres de ses collaborateurs de la région et de la circonscription, on m'a confié imprudemment le dossier des enseignements culturels et des enseignements artistiques. J'avais un certain nombre d'idées sur la question que je prenais de mes expériences helvétiques que je trouvais de bon sens. J'ai essayé d'instiller certaines d'entre elles dans la réforme qu'Edgar et ses collaborateurs, notamment le recteur Alliot, menaient. Nous avons pu, à certains égards, faire bouger les lignes. Ça n'a pas duré très longtemps, comme vous le savez peut-être, parce que le général de Gaulle ayant quitté le pouvoir en 69, Edgar s'est trouvé n'a pas été repêché, si l'on peut dire, par le président Pompidou, avec lequel officiellement il avait des meilleurs rapports, mais enfin, ça n'est pas au-delà de la courtoisie. Et donc, à ce moment-là, comme tout bon patron, Edgar Faure m'a convoqué dans son bureau en me disant, écoutez, Monsieur Hugues, il m'a appelé Monsieur Hugues, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Où voulez-vous aller? Alors je dis, Monsieur le Président, je voudrais aller chez Edmond Michelet. Mais Michelet, qui était le successeur désigné d'André Malraux comme ministre d'État chargé des affaires culturelles, comme on disait à l'époque. Edgar me dit, mais Michelet, mais c'est pas l'avenir.
Je lui ai dit peut-être que ce n'est pas l'avenir politique, mais enfin, c'est peut-être le mien, puisqu'il avait l'intention de me recommander aux soins de son ancien collaborateur, comme il disait, qui était ministre des Finances, qui était Giscard d'Estaing. Mais je voyais mal comment j'aurais pu m'intégrer dans une équipe de gens si brillants et si étrangers à mon monde. Bref, je me suis retrouvé, heureusement, au cabinet d'Edmond Michelet, qui m'a accueilli avec beaucoup de bonhomie et de générosité. Je me suis retrouvé là, rue de Valois, un ministère que je n'ai pas beaucoup quitté depuis tout le temps. Avec cette parenthèse assez longue à Genève, le ministère de la Culture, rue de Valois, est un port d'attache. Hugues, donc nous avons fait connaissance avec vous, nous avons établi à grands traits votre biographie avant qu'elle ne rejoigne comme acteur et non plus comme auditeur le monde de l'opéra. C'est ce que je vous propose que nous fassions à partir de notre prochaine rencontre.